Salut man, j'espère que tu vas bien. Salut frérot, ça va, on est là au calme, hein, et toi? Très bien, mais on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je te propose de commencer avec une citation de mon rappeur préféré, Tupac. Je ne dis pas que je vais changer le monde, mais je garantis que j'éveillerai l'esprit qui changera le monde. Qu'est-ce que t'en penses en tant qu'éducateur? Tupac, grosse pointure. Souvenir que j'ai, c'est je suis à l'école en Haïti, je devais avoir 15 ans, et on nous annonce la mort de Tupac. Drame national. Et donc c'est vrai que ça a été une figure qui nous a beaucoup marqué, je pense toute génération confondue à travers le monde. Et cette citation parle justement de changer le monde. Je trouve que c'est une grosse citation parce que peu de personnes, en toute humilité, veulent se donner cette mission-là. Et quand on chemine, on se rend compte que finalement, on doit d'abord se changer soi avant de vouloir changer le monde. Donc c'est ça que ça m'inspire surtout, cette parole de Tupac. Super. Après, on va pas faire comme si on ne se connaissait pas. Pas du tout. Donc je sais que t'es éducateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais au quotidien? Alors il faut savoir que ce métier d'éducateur, je l'ai commencé de manière très naturelle quand j'étais en Haïti. Et là, je travaillais dans plusieurs quartiers. Je donnais des cours particuliers aussi à des élèves. Et on travaillait aussi avec les jeunes défavorisés des bidonvilles. Et on mettait en place des dispositifs pour les aider à un peu se prendre en main. Donc c'est là que vient l'origine de mon travail en tant qu'éducateur. Bien entendu, dès mon retour à Bruxelles, ben, j'ai continué sur cette filière-là, en étant animateur socioculturel, puis éducateur de rue, coordonnateur de maisons de jeunes, chargé de projet, et aujourd'hui formateur et conseiller pédagogique. Donc le travail d'éducation, c'est quelque chose qui pour moi fait partie entière de ma vie. Je pense d'abord à m'éduquer, bien évidemment, ma fille aussi, mais tous les jeunes de toute origine, d'où qu'ils viennent, surtout à Bruxelles avec 184 nationalités, je trouve que c'est un challenge vraiment très très intéressant et très enrichissant. Parce que tout ce qui se fait ici à Bruxelles a un impact sur le monde, vu qu'on est une ville cosmopolite et multiculturelle. Donc je m'investis corps et âme tous les jours à accompagner, conseiller et mettre en place des projets permettant aux jeunes de s'épanouir. Et quand je dis jeunes, ça commence dès l'âge de 5, 6 ans jusqu'à 30, 35 ans. Super. Et, la question que je me pose, c'est comment tu t'es retrouvé à être éducateur? Est-ce que c'était quelque chose qui était... C'était une vocation qui s'est manifestée déjà tout petit ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Alors je pense qu'il y a deux voies, hein. Il y a ceux qui effectivement qui ont une vocation et qui ont ça un peu, on va dire, dans leur ADN, cette capacité à communiquer, à échanger et partager leur savoir-être et savoir-faire. Et après, c'est aussi des mentors qui te voient et qui te proposent. Et moi, ça a Tout à été fait. plutôt ça. On a vu ces capacités-là en moi, on m'a proposé de travailler dans ce milieu. Et de manière très naturelle, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis retrouvé à être un éducateur naturel, mais aussi professionnel, bien évidemment, avec les années. Super. Euh, Nous, dans ce projet Bridge, l'idée du podcast, c'est vraiment extraire trois choses. Donc, les valeurs. On considère qu'il y a des valeurs qui sont innées et d'autres qui sont acquises au fur et à mesure du temps et de l'expérience. Et puis ensuite, on a envie d'extraire également la vision de chacun. La vision, c'est un petit peu ce qu'on visualise, le rêve, ce qu'on veut devenir. Et puis également la traduction de celle-ci en mission. Toi, en termes de valeurs, étant donné que pour nous, c'est ce qui permet de connaître une personne, naturellement, pour toi, c'est quoi les valeurs qui te sont naturelles, innées, ainsi que les valeurs que tu as acquis au fur et à mesure de ton expérience, notamment en tant qu'éducateur? Mais mes valeurs, en fait, elles viennent surtout de ce que mes parents m'ont transmis, je pense, comme tout un chacun. Et ce sont des valeurs de solidarité, de fraternité et de service à l'autre. Donc je me suis retrouvé dans ces schémas-là. Parce que bon, le terme valeur, tout le monde dit oui, on a des valeurs humanistes. C'est un peu abstrait, c'est très vaste, tu vois. Quelles sont tes valeurs? On en a plusieurs. Mais franchement, quand tu me poses la question de manière spontanée, ce qui m'anime dans tout ce que je fais en général, c'est surtout ça. C'est un esprit de fraternité, de solidarité. L'union fait la force. Mm. C'est le slogan de la Belgique et d'Haïti. Donc c'est les deux seuls pays au monde à avoir le même mot d'ordre qui est l'union fait la force. Je sais que c'est mis en dérision par certains, mais ça reste une valeur forte pour moi parce que dans tout projet, toute activité, que ce soit au sein de la cellule familiale, que ce soit dans le domaine professionnel ou même entre amis, être solidaire,
pour moi, ça veut dire énormément de choses. C'est être solidaire par rapport avec des difficultés ou des problèmes qu'on peut retrouver personnellement. Donc, avoir un ami qui a une écoute active et qui est là pour nous aider à nous en sortir. Mais c'est aussi être touché par les malheurs des autres, si on prend la version moins positive. Donc, ce qui se passe à l'est du Congo me touche tout autant que ce qui se passe à Gaza, que ce qui se passe en Haïti, quel que soit l'endroit sur Terre où il y a une injustice. Je ne peux peut-être pas la combattre avec mes mains ou avec ma langue, mais au niveau de mon cœur, je ne peux pas rester insensible. Et par la suite, si je peux intervenir et apporter ma pierre à l'édifice ou ma goutte dans l'océan, je vais le faire. Mais c'est ça qui doit toujours, selon moi, nous animer. Ça permettrait déjà de résoudre pas mal de problèmes si on se rappelait ça de manière permanente. Et je pense qu'on avait une conversation il n'y a pas longtemps. Euh, le Christ est une image universelle. Et une de ces maximes qu'on retient, c'est aimez-vous les uns les autres. Ça nous est toujours présenté d'un point de vue bisounours, tu vois. Moi, je ne peux pas aimer mon ennemi, par exemple. Mm. Qu'est-ce que tu me demandes d'aimer quelqu'un qui me plante un couteau dans le dos? Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut être dans la naïveté ou dans la victimisation et accepter qu'on nous gifle à droite et de tourner l'autre joue. Cette maxime-là, je ne la prends pas. Mais par contre, être dans une dynamique d'amour universel dans tout ce qu'on fait, je pense que c'est ce qu'il y a, c'est le moteur de toute activité en fait. On m'avait posé la question une fois, il y avait un groupe de jeunes qui étaient venus de différents pays d'Europe et je coordonnais une maison de jeunes. Ils m'ont demandé comment tu fais pour gérer autant de jeunes. Parce qu'il y en avait qui avaient 25 ans, d'autres qui avaient 6 ans, d'autres qui avaient 15 ans. Ils avaient tous des projets différents, des ateliers différents. Et de manière spontanée, je lui ai dit que c'était le pouvoir de l'amour. Parce que ces jeunes, quand ils venaient me voir, ils savaient que je tenais à eux. Que je n'étais pas là pour le salaire, que je n'étais pas là parce que j'avais un intérêt matériel, financier ou autre, mais tout simplement parce que on développe, on manifeste cet amour universel, quelle que soit la personne qui se retrouve en face de nous. Qu'elle soit blanche, noire, asiatique, amérindienne, qu'elle soit athée ou croyante, tout être humain qui vient à moi, que la vie met sur mon chemin, ben j'essaie d'être dans une dynamique d'amour universel plutôt que de haine et de violence. Malheureusement, on n'a pas pu euh, être dans cette dynamique à tous les moments de notre vie. Il y a eu des moments qui étaient beaucoup moins lumineux, mais on se rappelle ça de manière permanente afin de rester dans une dynamique positive et lumineuse dans toutes les actions qu'on veut mener, que ce soit professionnellement ou personnellement. Franchement, c'est dur de continuer à poser des questions après ce que tu viens de nous partager. Euh, je m'intéresse beaucoup à Haïti, t'en as parlé. Je pense que c'est pas un endroit anodin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Une anecdote qui pour toi représente Haïti. Pour toute personne qui s'intéresse à Haïti, une anecdote qui pourrait nous illustrer ce que représente Haïti. Merci pour la question, mais évidemment, elle n'est pas facile parce qu'on ne peut pas parler d'Haïti en une anecdote. C'est une grande histoire humaine. Je pense que chacun a son idée de ce qu'est Haïti. Certains vont y voir une île en plein milieu des Caraïbes, habitée majoritairement par des Noirs pauvres. Et d'autres vont voir justement, comme le disent les panafricanistes, la Mecque du panafricanisme. Et ce qui me marque plus quand on me dit Haïti, c'est ce symbole de liberté. Un groupe de femmes et d'hommes noirs qui ont décidé de s'unir pour combattre le colonialisme par les armes et qui sont parvenus à gagner et à créer un état de droit sur le long terme. Et cette symbolique-là, elle résonne aux quatre coins du monde. Parce qu'il faut se mettre un peu déjà dans le contexte historique de l'époque. On était beaucoup moins sur Terre, il y avait moins d'1 milliard d'êtres humains. Aujourd'hui, on est déjà à 7, 8. Et toutes les grandes puissances étaient réunies pour mettre le monde en esclavage. Et voilà que sur un bout d'île des Caraïbes, un groupe de femmes et d'hommes à majorité noire, venant des quatre coins d'Afrique, principalement du bassin Congo et de l'Afrique de l'Ouest, mais ils venaient d'un peu partout, se sont organisés alors qu'ils ne maîtrisaient pas la même langue, ils n'avaient pas forcément les mêmes us et coutumes, parce qu'on a toujours tendance à vouloir dire l'Afrique, c'est comme un seul pays. Et ils sont parvenus à fuir les plantations pour se réfugier dans les montagnes et créer l'armée des indigènes qui mettra fin au colonialisme en Haïti. Ils ont battu l'armée napoléonienne, l'armée anglaise,
l'armée espagnole. C'est inimaginable de concevoir ça aujourd'hui. Pourtant, c'est ce qui a été fait. Et on nous le fait payer encore aujourd'hui pour avoir osé prendre notre indépendance et clamer haut et fort que tout être humain avait droit à la vie et à la liberté. Et n'avait aucunement le droit d'être mis en esclavage. Et donc, bien avant la déclaration des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale, certains disent que ça découle de la Révolution française, mais il faut quand même préciser que la Révolution française concernait uniquement les Blancs et non pas le reste du monde. Et je dirais même les Blancs français. Donc, encore une fois, pour moi, la Révolution haïtienne est la mère de toutes les révolutions parce qu'elle réunit un ensemble de femmes et d'hommes. Alors, je disais majoritairement noirs parce que, pour l'anecdote justement, il y avait des soldats de l'armée napoléonienne qui ont retourné leur veste en se rendant compte que ce qu'on leur avait demandé de faire n'était pas juste. Et donc, on virait vers l'armée indigène. Et jusqu'à aujourd'hui en Haïti, on voit des descendants de ces soldats-là, plutôt polonais, pour la petite histoire, et qui montrent encore une fois l'universalité de la révolution haïtienne. C'est intéressant. Je me souviens, lors de notre dernier échange, tu m'avais dit, euh, tu avais donné une définition de ce que c'est un haïtien. Je me souviens plus, si tu veux bien me le rappeler. Qu'un haïtien, c'est toute personne qui... Alors, oui, l'empereur Dessalines, hein, que Dieu ait son âme, après avoir pris le flambeau, quand ils ont trahi, que toute son ouverture a été trahie et renvoyé en France, laissé au fort de Joux mourir de froid et de faim, et Jean-Jacques Dessalines a repris le flambeau et a parvenu à rendre Haïti libre et indépendante. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé que tout être humain qui poserait son pied sur le sol d'Haïti était haïtien, car il tournait dos au colonialisme pour venir sur cette terre de liberté. Donc en termes de citoyenneté et d'identité, c'est quelque chose d'assez fort, parce qu'en général, soit on est citoyen parce que nos parents viennent de là, ou parce qu'on est né, droit du sol, tout ça, ou en Belgique, il faut qu'un des deux parents soit belge et en plus être né sur le sol. Alors qu'ici, on parle d'un engagement humaniste qui vous permet d'obtenir la nationalité haïtienne. Je trouve ça vraiment beau et profond. Et ça me fait poser du coup cette question, notamment pour la jeunesse bruxelloise, où on a quand même un très très grand métissage. Toi, en tant que métisse, du coup, de père haïtien et de mère d'origine belge, comment tu gères ce côté métissé, étant donné que souvent, même, j'ai envie de dire, les jeunes de la diaspora qui sont nés sur le continent européen, quand ils rentrent en Afrique, ils sont considérés comme des blancs, même s'ils sont noirs. Et vice-versa, ici en Europe, par moment, on peut également leur refléter qu'ils ne sont pas chez eux. Donc, cela aboutit à une certaine crise identitaire. Pour ces jeunes bruxellois métissés ou de la diaspora, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu gères cette double culture? Alors, ça n'a pas toujours été facile de gérer deux cultures, deux pays, deux modes de vie et de météo, de climat, tout est différent. La superficie géographique est presque la même, le slogan est le même, mais c'est vrai que traverser l'Atlantique, c'était quelque chose qui, dans mon enfance ou mon adolescence, n'était pas toujours de tout repos. Avec le temps, dès mes 20-30 ans, j'ai plus compris ça comme une force, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir grandi en Haïti, ce qui n'est pas forcément le cas des métis d'Europe ou des jeunes afrodescendants, qui pour beaucoup malheureusement n'ont pas la possibilité de visiter les familles au bled. Pour d'autres, c'est possible. Donc c'est une question qui est assez complexe. Mais en tout cas, je pense que c'est plus une force et une richesse qu'une faiblesse. Dans le sens où le fait d'avoir deux cultures, surtout dans une société comme la société bruxelloise, c'est une capacité d'adaptation qui est plus évidente que pour quelqu'un qui n'a qu'une culture. Alors, je ne veux pas dire que d'office, on s'adapte mieux ou que celui qui n'a qu'une culture n'arrive pas à s'adapter. Ce n'est pas du tout ça la question. Mais clairement, quelqu'un qui a un modèle éducatif caraïbéen et un modèle éducatif plus à l'occidental, à l'heure d'aujourd'hui, ça doit être une force. Parce qu'on vit justement dans une société multiculturelle, cosmopolite.
Aux États-Unis, il y a énormément de jeunes qui ont 5, 6 origines. Ici aussi, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent eux-mêmes de parents métis et donc qui se retrouvent avec 4, 5 origines. Ça crée des débats de société, parce qu'il y en a qui sont contre le métissage. Mais moi, je le vis de manière très positive. Et justement, j'accompagne et je conseille pas mal de jeunes et même des parents dans la manière d'accompagner leurs enfants, qu'ils soient métis, qu'ils soient adoptés ou qu'ils soient d'origine d'Asie ou d'Afrique, mais qui n'ont pas l'occasion d'avoir un retour sur leur terre d'origine. Et donc, ils ont une difficulté, c'est qu'ici, on les considère comme, pour les afrodescendants, comme des Noirs. Et comme tu le disais si bien, quand ils rentrent ou quand ils ont l'occasion de retourner au pays, ils ne sont pas toujours accueillis comme membres à part entière de la communauté, puisqu'ils viennent d'Europe, qu'ils ont sûrement dans l'inconscient collectif des avantages matériels et financiers que les populations locales n'ont pas. Et donc, du coup, d'office, ce n'est pas toujours évident. Mais il y a aussi plein de jeunes qui ont eu l'occasion soit de grandir ou d'aller régulièrement au pays. On voit un peu cette tendance depuis après le Covid. On voit beaucoup maintenant sur les réseaux de jeunes afrodescendants qui essaient de retourner dans leur pays d'origine, soit pour ouvrir un business, soit pour développer un projet. Mais on a aussi beaucoup de retours qui disent que voilà, ça n'a pas été évident. Moi, je pensais que ça allait être facile, que j'allais plus vite pouvoir m'adapter. Donc, on se retrouve un peu dans un no man's land. Ouais. Mm. Donc, quand on est ici, pour une majorité de blancs, ce sont des noirs. Et quand ils sont en Afrique, pour la majorité de leurs amis, ben, ce sont des occidentaux. Donc, je pense qu'il y a un travail intéressant qui peut être, enfin, qui doit être mené par rapport à ça. On parle des identités plurielles. Amin Malouf et plein d'autres ont déjà traité le sujet. Mais concrètement, sur le terrain, on a besoin d'accompagnement et d'un travail éducatif en profondeur. Parce que sinon, malheureusement, sans caricaturer ou exagérer, on tombe aussi dans une forme de schizophrénie où on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où est notre place exacte. Alors on peut facilement se réfugier dans d'autres sphères à cause de ces problèmes d'identité-là. Et donc je Mm. pense qu'effectivement, il y a un travail qu'on mène à notre niveau pour justement pouvoir accompagner les personnes qui sont en questionnement identitaire sur ces questions-là. Et tu peux nous dire un peu plus, avec un peu plus de détails et précisément ce que tu fais en tant que, enfin, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'éducateur, ton quotidien. Donc au sens large, je dis toujours éducateur, c'est beaucoup plus simple et efficace en termes de définition de ce qu'on fait comme action ou activité. Mais aujourd'hui, je suis formateur, chargé de projet à l'espace Sésame de Scarbeck Ludothèque, où j'utilise les jeux de société comme outil pédagogique pour développer différents types d'intelligence, mais aussi favoriser la cohésion de groupe, lutter contre le harcèlement scolaire, travailler toutes les questions relationnelles, affectives et sexuelles dans les écoles et les maisons de jeunes, avec l'outil jeu de société. Donc il faut savoir bien le manipuler pour pouvoir toucher un public qui n'est pas forcément habitué à se mettre autour d'un plateau de jeu et à échanger, à partager. Mais en tout cas, on a énormément de résultats positifs. On touche des milliers de jeunes en région bruxelloise et même à l'étranger, parce qu'on organise aussi des voyages socio-éducatifs, entre autres avec des jeunes afrodescendants, mais pas que, aussi des jeunes issus de la communauté maghrébine, turcs, mais aussi des belgo-belges, comme on les appelle. Donc ça, on touche vraiment toutes les strates de la société, quelles que soient leurs origines. C'est à l'image, encore une fois, de la capitale. Et cet outil permet vraiment de sensibiliser, d'éduquer et de travailler des matières qui seraient beaucoup plus difficiles à faire avec les méthodes traditionnelles. Bon, donc on revient à notre sujet tout à l'heure. Tu parlais des jeux de société comme outil d'éducation. Et en fait, j'ai envie de poser une question que, à titre personnel, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent cette question, c'est qu'à la fin des secondaires, on nous demande de faire un choix d'études qui va déterminer la suite de notre vie. Toi, avec les jeunes que tu accompagnes, comment tu les aides à déjà visualiser leur futur? Parce que c'est pas évident. Et du coup, en conséquence, de faire un choix d'études, de formation et de métier. Je sais que c'est une question pas facile, mais voilà. C'est une très bonne question en tout cas. Il faut savoir que le jeune, quel qu'il soit, d'ailleurs c'est vrai que c'est une expression un peu, bon tout le monde dit les jeunes, mais c'est qui exactement? 18-30 ans en moyenne. Entre 18 et 30 Mais, ans. mais ça peut parler à tout le monde, je crois, cette question. Tout à fait. Mais moi, en fait, même quand on utilise des termes, on dit les jeunes et tout, par rapport à la question que tu poses, comme j'étais éducateur de rue pendant près de 6 ans,
on a ce qu'on appelle les accompagnements individuels. Et d'abord, il faut un lien de confiance. Un citoyen ou une citoyenne ne vient pas vers toi juste comme ça parce qu'il sait que tu es éducateur. On peut demander à n'importe quel éducateur spécialisé dans les écoles, en maison de jeunes ou ailleurs, il y a d'abord le lien de confiance. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir une relation humaine, fraternelle, comme je disais au début, qui permet aux jeunes de sentir qu'il peut aborder certains sujets. Alors au début, ça peut être une demande pour aider à rédiger un CV, ça peut être pour l'aider à l'accompagner dans un service public auquel il a peur d'aller tout seul. Et de fil en aiguille, le lien de confiance se développe. Et alors là, ils peuvent arriver avec des questions plus intrafamiliales ou des difficultés concernant leur parcours professionnel. Sincèrement, il y a énormément de salons qui sont mis en place. Il y a beaucoup d'initiatives pour les sensibiliser. Il y a des interventions qui se font dans les écoles. Mais malgré tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, encore beaucoup de jeunes, à la fin de leurs études du secondaire, sont un peu perdus. Ils ne savent pas s'ils doivent aller à l'UNIF, en école supérieure, se lancer comme indépendants. Et aussi, surtout, prendre le temps, à la limite, de chercher. Il y a 15-20 ans, par exemple, beaucoup de familles savaient que la première année à l'UNIF, c'était une année d'essai. Parce que c'est pas d'office parce que tu choisis Sciences Po que tu vas devenir un spécialiste des sciences politiques. Ou parce que tu as décidé de faire médecine que tu vas devenir médecin. Et donc, on avait cette idée de se dire que la première année, c'était une année test. Alors, évidemment, c'est pas évident pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens non plus. Ça a un coût financier assez élevé. Tout le monde ne peut pas se dire cette année, première année, ce sera une année test. D'où la difficulté de beaucoup de jeunes de se dire, tiens, je vais aller vers où, je vais faire quoi. Et donc, il y a pas mal de dispositifs qu'on essaie de mettre en place pour leur proposer des alternatives par rapport aux grands classiques qu'on connaît, que ce soit le droit, la médecine, l'agronomie, ingénieur, architecte. Tous ces métiers-là sont nécessaires et importants, mais tout le monde n'a pas forcément envie de devenir ou de s'impliquer dans des études amenant à un diplôme pour ces métiers. Et aujourd'hui, il existe énormément, beaucoup plus de métiers qu'il y a 20-30 ans. Et donc, ce qu'on conseille fortement, c'est de prendre le temps, en fait, d'aller voir un peu et de rencontrer des personnes dans les secteurs d'activité qui les intéressent. Et pour cela, on travaille en partenariat, évidemment, avec d'autres structures, avec d'autres collègues, d'autres services. Et c'est un travail qui se fait sur le moyen long terme. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer de se tromper. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'ultimatum à se mettre. Et je recommande humblement aux parents aussi, parce que des fois, ça vient de là. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. On a une pression forte de certaines familles sur les enfants, et là, c'est double peine. Parce qu'il y a une difficulté naturelle à choisir un métier, quel qu'il soit, et en plus, on a une pression qui vient d'en haut. Donc le jeune se sent compressé, d'où échec, d'où la dépression, d'où perte de sens et abandon. Donc le but n'est pas du tout, évidemment, de les laisser dans cet état-là, bien au contraire. Et donc, on a des techniques et des méthodes qui permettent aux jeunes de retrouver confiance en lui et de lui laisser le temps aussi de découvrir quel type de métier ou quelle vocation il a finalement en lui. Parce qu'on a chacun et chacune quelque chose au fin fond de nous auquel on aspire. Combien de personnes n'ont pas fait des études pour satisfaire à la famille, puis après sont partis faire ce qui Exactement. les passionnait. Eh ben justement, sans te couper, pour te compléter, moi dans mon entourage, et je sais que c'est quelque chose qui est très récurrent, on a même des personnes qui font des longues études, par exemple psycho ou je sais pas, même droit, et après leur cursus scolaire de 5 ans, après avoir obtenu le master, une année, 2 ans, 3 ans sur le marché du travail, et la personne elle est en crise existentielle. Et en fait, cette question, elle est vraiment très importante. Même moi qui te parle, c'est une question que je me pose au quotidien. Donc, je me dis, toi, j'ai l'impression que ce que tu fais au quotidien, c'est un kiff au quotidien. Et par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été trop visualisé. Donc, je voudrais que tu m'expliques un petit peu comment tu en es arrivé à faire quelque chose que tu kiffes autant au quotidien. Est-ce que c'était conscient? Est-ce que c'était inconscient? Parce qu'au final, réussir un choix, c'est quand tu aimes tellement que tu te rends pas compte ou qu'il n'y a pas une certaine contrainte quotidienne. Alors sincèrement, moi, Quotidienne. j'ai pas d'un coup trouvé automatiquement, ah c'est vrai, je vais faire ça. Comme je l'ai dit au tout début, c'est vrai que vu certaines capacités spontanées de communication, d'échange, de sensibilisation et d'éducation,
des mentors m'ont proposé de m'investir dans ce champ-là. Et au début, c'était de manière tout à fait bénévole. Donc, ce n'était pas un métier pour moi, en fait. C'est que par la suite que je me suis rendu compte que on pouvait avoir ce rôle-là. Pour moi, il y avait les professeurs, il y avait les directeurs d'école. Parce que n'oublie pas, j'ai grandi en Haïti, donc tout le système éducateur spécialisé, c'est pas comme ici. En éducation, comme en Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Tout Ben, à c'est fait. plutôt ce modèle-là que nous, on a eu. Sincèrement, les collègues apportent énormément parce que on est une grande équipe. Et moi, quand je parle d'équipe, je ne parle pas juste de l'endroit où je travaille, je parle de tout le réseau que j'ai pu constituer en 20 ans de carrière. Et donc, très rapidement, dès qu'un jeune me pose une question, soit je peux y répondre, soit je vois directement vers qui je peux le référer. Et je sais que la personne à qui je vais le référer, c'est une personne compétente qui est dans le même état d'esprit que moi aussi. Parce qu'on en a marre de ces dialogues ou de ces interviews derrière un bureau. Le jeune, il vient, il doit toquer à une porte d'une administration. On l'accueille plus ou moins tièdement. Puis on lui fait un peu son profil de manière très mécanique. Mm. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de feeling, quoi. Il n'y a, pas y a pas ce sentiment de se dire, ah ouais, je suis pris en considération, ou je me sens à l'aise et tout ça. Il y a plein de barrières. Donc, sans te couper, si je comprends bien, là, tu mets le doigt sur l'intuition comme outil ou moyen de choix, d'une certaine manière. Non, l'intuition me sert énormément dans beaucoup de circonstances, mais par rapport à cette question précise de comment accompagner un jeune par rapport avec des questionnements concernant son avenir professionnel, là, il n'y a pas beaucoup d'intuition. Mm. Là, je communique, on échange, on partage. Et si déjà, quand il vient vers moi, c'est parce qu'il a déjà eu écho ou qu'il me connaît d'une manière ou d'une autre. Et donc, la conversation se fait de manière très naturelle et spontanée. Maintenant, après, c'est vrai que pour certains, je préfère, je débatte ces questions-là dans un cadre extérieur à leur milieu de vie. Mm. Donc, très souvent, je fais ce qu'on appelle du tourisme local. Pour moi, c'est d'une richesse incommensurable de partir à Ostende, à Namur, à Charleroi, à Gand, avec des jeunes Bruxellois. Parce que, comme je dis souvent, on est dans un État fédéral, mais chaque région a ses propres particularités, ses propres identités. Quand on quitte Bruxelles et qu'on va à Ostende, on a vraiment l'impression de traverser une frontière, plus que linguistique. Et vers le sud, c'est pareil. Donc, je crois que rien que ça déjà, ça aide en fait à permettre aux jeunes à extérioriser des besoins, des problèmes, ou même de proposer des solutions à des problèmes, parce qu'il ne faut pas toujours penser, énormément de jeunes apportent des solutions à des questions que nous-mêmes on se pose. Mm. Et, et donc voilà, c'est vraiment un travail d'accompagnement. L'idéal, et ça on le fait, mais les moyens financiers ne sont pas toujours là pour pouvoir le faire, ce sont les voyages socio-éducatifs, mais à l'étranger. Ça a encore un plus grand impact. Parce que quand on prend un jeune et qu'on part au Congo avec lui, au Sénégal, au Maroc ou en Haïti, j'ai fait des projets avec la commune de Bruxelles-Ville, Molenbeek, Schaerbeek. On est parti un peu en dehors de l'Europe. Alors là, c'est magnifique parce que pendant 10 jours, plus de repères familiaux, plus de repères culturels, plus de repères gastronomiques. Tout est différent. Et le jeune est confronté à d'autres réalités et a aussi un autre rapport, même avec la Belgique. Et se rend un peu plus compte de sa place en tant que citoyen ici à Bruxelles parce qu'il l'a quitté pendant 10 jours ou 2 semaines. Évidemment, encore une fois, en étant bien accompagné avec Mm. des éducateurs spécialisés et qui prennent leur métier à cœur. Parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui peut faire des accompagnements en éducation à la citoyenneté mondiale. Euh, Là, c'est une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu te vois, quand tu te projettes, tu te vois encore dans 20 ans dans le monde de l'éducation? Comment tu visualises? Est-ce que tu as un rêve futur? Moi, j'aime bien souvent dire qu'un de mes rêves, c'est d'arriver à un stade où j'aurai un jet privé, où je pourrais me déplacer comme je veux. Mais du coup, toi, c'est quoi? Est-ce que tu as un rêve particulier d'ici 20... Sincèrement, frérot, des rêves, je crois qu'on en a toutes et tous. Mais je me rends compte que l'éducation, c'est un champ qui est tellement vaste, qui peut prendre tellement de formes, et que quel que soit là où on se retrouve, il y a toujours de l'éducation. L'échange qu'on a ici, pour moi, c'est un travail éducatif sur moi-même, dans l'échange qu'on a avec toi, l'équipe qui écoute et tout. Et il n'y a pas vraiment de limite. C'est le chemin en lui-même qui m'intéresse. Une destinée, oui, évidemment, quand je mets un dispositif en place avec un projet et qu'il y a un début et une fin, je suis très content quand on arrive à atteindre nos objectifs.
Mais automatiquement, pour moi, c'est pour renouveler le processus ou le projet avec d'autres jeunes issus d'autres milieux ou venant d'autres quartiers, etc. Et donc, ça ne finit jamais finalement. J'aime beaucoup aussi la notion d'effet papillon, parce que pour moi, un battement d'aile dans le Pacifique peut provoquer un cyclone à New York. C'est démontré scientifiquement. Ceci est valable dans toutes nos actions, quelles qu'elles soient. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est vraiment beau. Franchement, c'est difficile de continuer après cet exemple de l'effet papillon. Et je me posais une question par rapport justement à un jeune qui se cherche. Quel conseil tu peux donner à ce jeune qui se cherche, qu'il ait 18 ans ou 25 ans ou 30 ans, parce que j'ai l'impression que toi, la manière dont tu l'expliques, c'est spontané, tu vis la chose, mais si tu sors de ta propre personne et de ta propre histoire, on nous montre toujours un modèle qui consiste à aller à l'école, à être soit fort en maths ou être littéraire. Donc, si on est nul en maths, c'est qu'on est littéraire. Si on est bon en maths, c'est qu'on est scientifique, alors que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus que ça. Donc, et du coup, on a tendance à se mettre des carcans et des barrières quant à l'avenir, quant au choix futur. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce niveau-là? Modestement, puisque tes questions sont très élevées et très larges, donc c'est pas toujours évident d'apporter straight to the point, comme on dit, mais je vais tenter d'y répondre en quelques mots. Tu connais le fameux adage qui dit qui cherche trouve. Tout à fait. Donc qui se cherche se trouve. Il faut être dans une démarche sincère envers soi-même et se demander quelles sont, comme on disait tout à l'heure, quelles sont mes valeurs. Dans quel secteur j'aimerais investir mon temps et mon énergie. Ne vous demandez pas tout de suite qu'est-ce qui ferait plaisir à X ou Y, mais plutôt vous, où est-ce que vous allez vous sentir bien. En toute modestie, moi, j'ai travaillé comme agent de sécurité, j'ai travaillé dans le jardinage, j'ai travaillé en boulangerie, job étudiant, j'ai travaillé comme agent de sécurité, mais l'éducation a toujours été le fil conducteur de ce que je faisais. Je me suis toujours retrouvé, grâce à Dieu, à être impliqué dans des projets sociaux éducatifs. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à se pardonner. Je le dis parce que moi, j'ai mis énormément de temps à le faire. On a toujours tendance à s'en vouloir. Si on fait une erreur, à s'en vouloir. Si on se trompe, toujours à s'en vouloir. Non, il faut arrêter. L'apprentissage se fait par essai-erreur. Si vous ne vous trompez pas, c'est très compliqué d'affirmer que vous avez trouvé votre voie. C'est par le fait de se tromper qu'on sait ce qu'il ne faut plus refaire. Et ça, dans certaines sociétés amérindiennes ou anglo-saxonnes, c'est beaucoup plus pris en considération. Je veux dire, aux États-Unis, je pars régulièrement en vacances là-bas pour voir la famille, le fait d'avoir essayé 100 fois et d'avoir réussi la 101e fois, les gens vous mettent sur un piédestal. Vous ratez une fois ici. Alors, je ne dis pas que le modèle éducatif américain est meilleur que celui européen ou africain, pas du tout. Je prends des exemples précis de certaines mentalités, il y a du positif partout. Eh bien, les gens qui ont beaucoup échoué et qui finalement ont réussi sont beaucoup plus appréciés, respectés, considérés que quelqu'un déjà qui n'a rien essayé ou que quelqu'un qui se retrouve tout de suite à tout réussir d'un coup. Pour eux, c'est inconcevable ça. Alors qu'ici, on fait la moindre erreur. Même en primaire, un enfant qui se trompe dans sa table de 10, il va avoir erreur en rouge marquée dans son bulletin. Donc, psychologiquement, il y a déjà un rapport extrêmement toxique et négatif avec le fait de se tromper. Mais, j'invente rien, les scientifiques, quels qu'ils soient, finissent par obtenir des résultats après des dizaines, voire des centaines d'essais-erreurs, que ce soit en chimie, en médecine, en physique, quel que soit le domaine. Un joueur de football, avant de marquer un but en pleine lucarne, il a shooté combien de fois avant l'entraînement? Un petit clin d'œil à Kylian Mbappé pour le moment. Je ne sais pas, ou à d'autres. Mais vraiment, prendre ces exemples-là, qui sont évidents pour nous, qu'on voit tous les jours, mais on n'arrive pas à se l'imaginer pour nous-mêmes, vous voyez? C'est-à-dire que
Ça aussi, il faut être... Alors, tu prenais l'exemple du foot, je les trouve pas très indulgents. Ça aussi, j'aime prendre. Le gars, il est en Champions League. Il est dans le plus grand club du monde et tu as des gars qui sont dans leur salon. Il est nul. Bon, encore une fois, faut pas oublier quand même. Alors peut-être qu'il a raté, peut-être qu'il n'est pas en bonne période, on ne sait pas ce qu'il a comme stress. Exactement. Je ne suis pas là pour défendre Mbappé en particulier. Hein. J'aime bien le foot de manière générale, mais je ne suis pas non plus un chaud Teki Barça au Real, il faut choisir. Non. Mais vraiment, l'exemple du foot souvent peut montrer que justement, se tromper fait partie de l'apprentissage. Et si on n'arrive pas à s'inculquer cela, on aura beaucoup de mal à réussir quoi que ce soit. Parce que le moindre signe d'échec, même quelque chose que tu feras qui ne sera pas un échec et qui sera considéré par un autre comme échec, va te démotiver. Donc il faut arrêter. Même si tu as doublé, triplé, quadruplé en secondaire, même si tu as 25 ans et que tu n'as toujours pas choisi quel métier tu voulais faire, sache qu'il n'est jamais trop tard. Bien au contraire. Des fois, il fallait même passer par là afin de trouver sa vocation et d'être performant dans son domaine. C'est ce que je peux répondre en partie par rapport à ça. Ben c'est assez généreux comme réponse. L'équipe me dit qu'on est à la fin, donc on va bientôt conclure. Je te laisse le dernier mot. Je rappelle qu'on est dans Bridge, donc on crée des ponts. Nous, on a créé nos ponts il y a très longtemps, donc c'est un plaisir de t'avoir. On espère t'avoir à nouveau. Mais du coup, je te laisse le dernier mot, tout simplement. Ben, tout simplement, merci pour l'invitation, ainsi qu'à toute l'équipe. Comme je t'ai dit, ce n'est pas le genre d'exercice auquel je me prête régulièrement, loin de là. Mais bon, si c'est pour partager et échanger avec les nouvelles générations, on sera toujours disponible et disposé. Si j'ai une chose que je pourrais laisser entre guillemets comme dernier mot par rapport à ce podcast, c'est apprenez à vous connaître les uns les autres, quelles que soient vos origines. On est à Bruxelles, il y a 184 nationalités. C'est une chance inouïe, inimaginable d'aller à la rencontre de l'autre. N'hésitez pas, soyez fiers d'avoir des potes de toute origine. Ne restez pas enfermés dans vos propres communautés. Soyez fermes dans votre identité, mais n'ayez pas peur d'aller vers les autres pour atteindre l'universalité. Merci, man. Merci à toi.